Chers auditeurs de Radio Courtoisie et du Libre Journal du Cinéma, bienvenue en ce 9 février 2023 au Libre Journal du Cinéma. Et pourtant, sera-t-il vraiment question de cinéma ? Alors, il sera question de production audiovisuelle. Qu'appelle-t-on encore cinéma ? Il sera question de film, mais même... Et quand je dis de film, les puristes vous diraient un film, c'est de la pellicule, c'est une projection sur un écran, dans une salle. Même en salle, il n'y a plus vraiment de film. Mais il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un phénomène lié qu'on peut tout de même adjoindre au cinéma, puisque beaucoup des cinéphiles des années 80, 90 et même avant ont une dilection pour une autre forme de récit en images projetés ou diffusés sur un écran, qui sont ce qu'on appelle les séries. Je reviendrai peut-être sur le terme série de manière peut-être un peu cuisse pour établir une définition. La définition qu'on va prendre sera assez large. Quelles sont les distinctions entre feuilleton, série, on y reviendra peut-être. Mais en tout cas, ça faisait longtemps que j'hésitais à parler de ce genre de, disons, production audiovisuelle, parce que, bon, pour une visée un peu puriste, nous avons une émission par mois pour parler de cinéma. Est-ce que l'on devrait ouvrir aux séries ? Et puis, il y avait également, l'occasion m'a été donnée parce que, aussi, l'une des personnes que j'aurais voulu faire intervenir depuis longtemps dans cette émission est un essayiste, journaliste, homme de médias également. Il dirige maintenant une revue qui s'appelle, il est rédacteur en chef de la revue Crisis. C'est un ami, très très bon cinéphile, qui s'appelle David Lépée. Bonjour David, vous êtes avec nous, je crois. Alors vous êtes avec nous à distance parce que les auditeurs vous connaissent, vous êtes déjà intervenu dans d'autres émissions à Radio Courtoisie, mais vous n'êtes pas ni français ni parisien, vous êtes en Suisse et donc vous intervenez à distance aujourd'hui, et merci beaucoup David. Eh bien, merci pour l'invitation. Et l'idée, comme je l'ai dit, vous avez beaucoup d'intérêt pour toute forme de cinématographie, souvent un peu marginale d'ailleurs. On ne vous entend, on vous voit pas parler, par exemple, de Babylone de Damien Chazelle ou la dernière grosse production hollywoodienne ou française, plutôt des cinématographies marginales, que ce soit dans les genres ou dans les pays producteurs. Vous nous en parlerez peut-être un peu. Vous tenez, je crois, un blog de cinéma d'ailleurs. Rappelez-nous son nom. Oui, je l'ai plus tellement mis à jour ces derniers temps, mais c'est le blog qui s'appelle Perlicule. Et concernant le type de film auquel je m'intéresse, j'ai un critère en fait très simple. Après avoir vu un film et pris quelques notes, si sur un moteur de recherche comme Google, je trouve plus de 10 critiques en français sur ce film, alors je considère que quelqu'un a sûrement dit mieux que moi ce que j'avais à dire et je passe au suivant. D'accord. C'est la raison pour laquelle je n'écris pas sur les films dont vous avez parlé. Hein. D'accord. Et alors, l'idée de vous inviter cette fois-ci, c'est que la revue Éléments, auquel vous collaborez aussi depuis une dizaine d'années, je crois, revue liée à Crisis, dont vous vous occupez depuis 2-3 ans, il me semble, la revue Éléments publie un dossier assez surprenant d'un certain point de vue sur ce qu'on appelle aujourd'hui les séries. Évidemment, les mauvaises langues vous diraient la prochaine fois, est-ce que vous ferez un palmarès des meilleures émissions de divertissement ou de jeux télévisés entre Interville et la Roue de la Fortune. Et là, je dirais la solution de facilité, ça aurait été, pour garder une réputation de sérieux, de faire une critique unilatérale des séries, un peu comme celle que fait des mouvements que vous devez connaître, des mouvements classés dans la gauche qu'on dit radicale, les éditions de l'Échappée par exemple, qui font des critiques très très argumentées et très intéressantes des séries, comme participant à l'emprise technologique numérique et d'uniformisation des imaginaires et notamment populaires. C'est un aspect que vous abordez, mais je crois que ce qui est intéressant dans votre dossier, c'est que vous n'avez pas voulu vous en tenir à cette critique un petit peu peut-être facile, un peu intellectuelle des séries, mais vous avez voulu aborder dans ce dossier beaucoup plus largement ce phénomène. Oui, ben je crois qu'il n'y a aucun sujet qui ne soit indigne d'être traité par une revue comme Éléments, parce que quand vous dites oui, le dossier est inattendu, alors que n'a-t-on pas dit il y a 2 mois quand on a fait un dossier sur les youtubeurs, les réactions étaient pires encore. Il y a une manière intelligente de traiter le sujet qui est loin d'être un sujet bête.
Et disons, alors les critiques de l'échappée auxquelles vous faites référence, je les ai pas lues et ça m'intéresse, je les lirai avec intérêt. Il faut évidemment faire attention à ne pas tomber dans une position surplombante qui soit forcément dans le comment dire, dans la critique unilatérale. Moi-même, je me suis plongé dans les séries depuis peu de temps. Ça fait 2-3 ans que je m'y intéresse, en fait. J'ai commencé ça très tard pour une raison très simple, c'est que je suis, comme vous l'avez dit, je suis cinéphile. Et à chaque fois qu'on me conseillait une bonne série, quand je voyais que ça pouvait prendre 12 épisodes ou plus, maintenant ça se compte en 16 ans, je me dis oui, c'est peut-être bien, mais ça veut dire que pendant 12 soirs, eh bien, il y a 12 bons films que je vais rater. Disons, et c'est pas un jugement critique sur la qualité des séries parce qu'elles tendent, de l'avis de tous, à être quand même de plus en plus de meilleure qualité. Ça s'approche même du cinéma au plan de la réalisation, mais ça diffère en termes de mode de consommation parce que ça nécessite une fidélité dont je ne suis pas toujours capable. Donc c'est tout à fait, pour moi, c'est un intérêt tout à fait récent. Alors, vous dites effectivement que beaucoup de critiques sont maintenant considèrent qu'une certaine qualité cinématographique, c'est détourné du cinéma proprement dit en salle. D'ailleurs, même par les gens qui le produisent. Beaucoup de réalisateurs prestigieux maintenant réalisent des séries. Mais peut-être avant d'aborder dans le détail certaines séries ou certains aspects, est-ce que, moi je ne me rends pas compte, est-ce que vous savez cela, s'il y a la même un peu dichotomie dans l'audience de ces séries? On pense beaucoup, évidemment, quand on parle des séries dans les milieux un peu intellectuels, on pense aux séries qui ont été, par exemple, produites par la chaîne HBO. Mais qu'en est-il de la diffusion? Est-ce que ce sont les séries les plus appréciées, celles qui suscitent le plus de commentaires? Des séries, à l'époque, il y avait Six Feet Under, je pense à True Detective, ce genre de séries. Est-ce qu'elles ont ou Breaking Bad, est-ce que ce sont des séries qui ont une large audience, ou est-ce qu'il y a le même phénomène de dichotomie entre un cinéma populaire très très diffusé, alors c'était Stallone à l'époque, ça sera Bruce Willis, ça sera les films de super-héros, et puis des films qu'on appelle, à tort ou à raison, indépendants ou d'auteurs, qui ont une audience, disons, 10 fois moindre, qui est quand même assez importante, mais 10 fois moindre. Est-ce qu'il y a le même phénomène dans les séries, c'est-à-dire des séries très grand public, Desperate Housewives, ou des séries policières, qui ont une très très grande audience, et puis des séries qui, évidemment, attirent plus notre attention, qui ont une exigence esthétique peut-être supérieure et qui attirent moins de spectateurs. Suffisamment pour qu'elles puissent voir le jour, pas toujours d'ailleurs. Certaines, souvent, sont annoncées pour plusieurs saisons et puis s'arrêtent en cours de route. De très bonnes séries, c'est arrivé plusieurs fois, que des séries qui obtenaient des bonnes critiques soient obligées de s'arrêter parce qu'elles n'avaient pas assez d'audience. Ou alors, est-ce que la diffusion télévisuelle fait que même des séries très très appréciées, par exemple qui figurent dans le palmarès des meilleures séries selon les rédacteurs d'éléments, une série comme Rome, des séries comme Game of Thrones, ont à la fois une énorme audience et un certain impact intellectuel au point de vue des critiques, sont reconnus de qualité par les critiques. J'ai été un peu long, mais c'est intéressant de voir si le support fait que l'audience, y compris de séries de très très grande qualité, et rejoint celle de séries un peu plus faciles, qui emploient un peu plus des ficelles narratives. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous savez ce qu'il en est? Alors, en cela, je pense effectivement que c'est pas extrêmement différent du cinéma, surtout dans la mesure, bon, vous parlez de diffusion télévisée. En fait, la diffusion télévisée aujourd'hui, elle est vraiment marginale dans l'économie des séries. Tout passe par d'autres supports, notamment plutôt les plateformes de vidéo à la demande, qui sont souvent les producteurs ou les diffuseurs d'un ensemble de séries très disparates et très nombreuses. En tout cas, ce sont ceux qui les financent, enfin qui en financent la production ou la diffusion. Et il y a un jeu de vases communicants, comme il peut y avoir chez un éditeur ou chez un producteur de cinéma, où finalement, ce qui est plus rentable permet, du moins pendant un certain temps, de financer ce qui l'est moins. La différence, effectivement, vous l'avez bien relevé, c'est que là où le différentiel de succès va s'exprimer, c'est à travers le fait de financer de nouvelles saisons ou de renoncer, d'abandonner des nouvelles saisons qui avaient été
précédemment annoncé, ce qui crée toujours de petits drames dans le public parce qu'un public même minoritaire se fait vite fidéliser et est déçu quand on voit que malgré des scénarios déjà écrits, eh ben le tournage n'aura pas lieu. Alors est-ce que ce différentiel est peut-être plus marqué dans le cinéma où on a un vrai cinéma d'auteur, encore que il faut aussi le financer, c'est pas facile. J'ai pas vu assez de séries pour m'en rendre compte, mais même sur des grandes plateformes de vidéo à la demande, il y a énormément de différences de comment on appelle ça, d'audimat, quoi. Pour autant qu'on puisse et encore les chiffres, je crois que les chiffres ne sont pas publiés officiellement, on a simplement des rendus de temps en temps. Donc en cela, j'ai pas l'impression que ce soit très différent du secteur traditionnel du cinéma. D'accord. Et alors, vous avez dit que vous êtes intéressé aux séries depuis 2-3 ans, et notamment en analysant toute la production ou tout ce qui est diffusé par Netflix. Et avant, vous n'étiez pas un amateur de séries dans votre jeunesse, des Thierry Lafronde ou tout simplement même les séries américaines, Mission Impossible, Columbo, tout cela, c'est pas quelque chose que vous avez... Si, ça m'était arrivé un peu, mais pas au point de me passionner comme l'a été la découverte du cinéma à l'adolescence, c'était pas du tout. Mais effectivement, il y avait une grande différence de qualité. Et cette différence, aujourd'hui, elle s'est un peu résorbée en partie parce que les moyens financiers alloués aux séries ont augmenté et les salaires qui vont avec. Netflix est connu pour pratiquer des salaires pour l'ensemble de ces travailleurs qui sont plus élevés que dans le secteur traditionnel du cinéma pour les mêmes postes. Pour donner un exemple d'un pays que je connais un peu où cette différence est beaucoup plus marquée, c'est le cas de la Chine. La Chine produit un cinéma de très bonne qualité avec des financements très importants. Mais lorsque vous regardez la télé chinoise, vous tombez avant tout sur des séries. Et là, c'est le jour et la nuit parce que c'est plus qu'un sous-cinéma. C'est navrant, c'est consternant. Les acteurs sont mauvais. Et là, on a l'exemple d'un pays, d'une culture où la fracture entre les séries et le cinéma est beaucoup plus forte, alors que chez nous, elle tend de plus en plus à s'amenuiser, à tel point que maintenant, ce phénomène a été renforcé en plus par la période des confinements, la période du Covid, puisque les cinémas, les salles de cinéma ont subi un contre-coup violent. Et les grandes plateformes de vidéo à la demande ont récupéré la manne perdue par les salles de cinéma et se sont mis non seulement continuer à diffuser des séries, mais se sont mis à diffuser de plus en plus de films, dont certains qui ont même eu des prix dans des grands festivals à Venise ou ailleurs, et qui sont effectivement des films, quand on les voit en termes de qualité d'image, on dit ils sont tournés pour le grand écran. Et pourtant, sauf exception, sauf projection spéciale, ils ne seront jamais diffusés sur le grand écran. Donc ça, l'évolution des modes de consommation, l'évolution du modèle économique renforcée par des épisodes un peu dramatiques comme la pandémie, ont permis à tout ça, je pense pas que ce soit une bonne chose, mais ont changé de support. On est passé des grands écrans, des salles de cinéma à l'écran de télévision, mais en y mettant toujours les mêmes moyens et le même soin. Heureusement, ça n'a pas abouti sur une baisse de la qualité technique, quoi. Ça, c'est le point, l'avantage. Oui. Eh bien, peut-être qu'on peut entrer dans le vif du sujet. On parlera peut-être des à côté de votre du dossier. Dans vos contributions, vous en donnez plusieurs. Il y en a une, je crois, dont vous souhaiteriez plutôt parler dans une autre émission, vous m'avez dit, sur Serviteurs du peuple. Mais ça, donc voilà, que les auditeurs ne soient pas étonnés qu'on ne fasse pas référence à ce très intéressant article. Il en sera question mardi prochain, normalement, dans le libre journal de la réaction. Donc l'émission de Richard, voilà, d'accord. Voilà. Très bien, donc Serviteurs du peuple, on le rappelle juste, c'est le film, la série qui a un peu propulsé Zelensky en Ukraine sur le devant de la scène et ensuite... avec une sorte de mise en abîme assez intéressante que vous expliquez très bien, mais vous le ferez plutôt mardi prochain. Donc venons-en peut-être à une sorte d'enquête, de plongée dans l'univers Netflix à travers ce qu'on appelle donc les séries ou films à épisodes ou téléfilms à épisodes, puisque rappelons, faisons quand même un petit point sémantique. On parle de séries, les puristes vous diraient il faudrait distinguer feuilleton et série. Série, contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser, c'est normalement où il y a une unité dramatique dans un épisode. Vous pouvez voir un Maigret, par exemple, avec Jean Richard. Ça peut être considéré comme une série, mais vous avez Cécile est morte, puis La tête d'un homme. Vous pouvez les regarder indépendamment les uns des autres. Voilà. Et puis, alors qu'un feuilleton,
il y a ce qu'on appelle, alors je vais employer un terme qui va déplaire sur cette chaîne, mais enfin, ce qu'on appelle en anglais un cliffhanger. À la fin de chaque épisode, en règle générale, il y a une action en suspens. On attend la suite en quelque sorte. Et c'est un phénomène de série. On les voit du coup en série, et si possible dans l'ordre évidemment, parce qu'il y a la narration n'a pas, l'unité dramatique n'est pas l'épisode, mais la saison, ce qui vous oblige éventuellement à les regarder tous, soit semaine après semaine, ou soit tous d'un coup en 7 ou 8 heures de suite. Et donc, je ne connaissais pas cette distinction. Ça, normalement, on appelle ça un feuilleton. Mais évidemment, aujourd'hui, tout s'appelle série, ce qui d'ailleurs est une réminiscence aussi de ce qu'on appelait les serials, les films à épisodes du début du siècle dernier, qui avaient eu un grand succès à l'époque, où là aussi il y avait des phénomènes d'hybridation de plusieurs médias, puisqu'on en retrouvait des feuilletons dans la presse. Enfin, et c'est ce qu'on appelait les ciné-romans ou les serials. Il y a une thèse de Christophe Trébuil très intéressante sur le sujet. Et donc, c'est les premiers Fantomas, les mystères de New York pour ce qui est des films anglo-saxons. Et là, d'ailleurs, il y a un article sur cet aspect des choses, sur on pourrait dire cette invention française du film à épisode et de la série, pour employer le terme actuel, par Lucien Chanteloup dans Éléments. Il revient... Et notamment le fameux vampire, les fameux vampires de Feuillade. Et c'est amusant de voir qu'aujourd'hui, la série survit à un médium qui est en perte de vitesse comme la télévision, puisque ça passe sur autre chose, sur des plateformes en ligne, mais elle a précédé le médium de la télévision, puisqu'évidemment ces premières séries, dont les Français sont les inventeurs, datent du tout début du XXe siècle. Je crois que, si je me souviens bien, que Les Vampires de Feuillade, c'est 1905, donc bien avant l'invention de la télévision et bien avant surtout sa popularisation dans les foyers. Donc c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'on dit toujours série télévisée comme une sorte de pléonasme, ça n'en est pas un du tout. C'est juste un épisode dans l'histoire des séries, un épisode qui s'appelle la télévision mais qui ne s'y résume pas. Oui, et cet épisode très, très instructif et très, très érudit de Lucien Chanteloup sur donc les séries ou les films à épisodes ou les ciné-romans français du début du siècle dernier, a ceci très intéressant qu'il montre et qu'il souligne les réminiscences dans des séries actuelles et par exemple chez Assayas. Enfin bon, je vous renvoie à cet article. On aurait pu évoquer éventuellement aussi les séries des années 60-70. Je parlais de Thierry Lafronde, il y a aussi les séries anglo-saxonnes. Typiquement une série des séries qui respectent, enfin qu'on pourrait appeler série pour respecter la sémantique exacte, c'est les Hitchcock Présente, où il n'y a même pas de personnage récurrent. Il y a une histoire par épisode. C'est juste une atmosphère, un générique, un présentateur identique, ou la série La Quatrième Dimension. Vous avez on pourrait dire un auteur, le présentateur, Sterling, je crois qu'il s'appelait, mais en fait, d'un épisode à l'autre, vous avez des réalisateurs et des temporalités différentes. C'est juste une unité de temps, une unité visuelle quand même, un générique. Voilà, c'est ce qu'on appelle série. Mais évidemment, c'est l'équivalent au cinéma des films à sketch, en fait. Voilà, si on veut, sauf que là, évidemment, c'est diffusé non pas en continu, mais en plusieurs fois. Mais évidemment, maintenant, cette dichotomie, on pourrait dire, il y a également des séries un peu intermédiaires où il y a un personnage récurrent qui évolue au fil, où les épisodes peuvent se voir de façon indépendante, mais où malgré tout, les personnages étant récurrents, ils évoluent au fur et à mesure. Et leur rapport avec leurs collègues, par exemple, c'est le cas de NYPD ou de Dr House, on peut voir chaque épisode indépendamment, mais en même temps, c'est intéressant de voir l'évolution du personnage. Une série, le 10e épisode, peut se voir indépendamment des 9 premiers, mais il y a effectivement, le personnage a évolué en fonction de ses rapports avec ses collègues, avec sa propre vie, sa propre handicap, avec, par exemple, dans NYPD, son rapport à l'alcoolisme. Dans le personnage principal, Sipovic, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous connaissez cette série policière, eh bien évidemment, son rapport à l'alcoolisme, on peut voir chaque épisode indépendamment, mais si on le voit dans l'ordre, il y a tout de même une trame qui parcourt les épisodes. Donc effectivement, il y a même un modèle intermédiaire qui existe encore. Je pense que c'est une bonne série d'épouvante pour ceux qui s'intéressent aux gens, qui s'appelle American Horror Story de Ryan Murphy. Et je ne sais plus si elle a 8, 10 ou 12 saisons. Chaque saison, c'est une série, enfin un feuilleton, si j'ai bien compris cette distinction, c'est-à-dire où il faut le suivre du premier au dernier épisode, mais chaque série peut être regardée
indépendamment les unes des autres, puisque les personnages et les récits ne sont pas du tout les mêmes. Donc il y a plein de modèles intermédiaires, ce qui est bien pratique, parce que je sais, pour avoir eu ce profil-là, que ce qui peut décourager un cinéphile classique dans la manière d'aborder une série, c'est « oulala, si je commence, il faut que je finisse. Sinon, je vais être largué, sinon ça va pas être possible. » Et pour les gens qui ne sont pas trop habitués, des séries qui peuvent se regarder à l'épisode ou à la saison, c'est un peu plus rassurant. Ça implique moins dans le rapport au temps, tout simplement. D'accord. Alors, le rapport au temps, vous êtes plongé dans les séries Netflix. Pouvez-vous, sinon nous résumer votre article, mais enfin, qu'en avez-vous retiré? Est-ce que vous avez été surpris, agréablement, désagréablement? Parlez-nous un peu de cette expérience d'immersion, d'une certaine façon, on sait que Netflix comment dire, une sorte de pieuvre, enfin, où il y a avec un moteur de recherche qui ne permet pas forcément de tout découvrir d'un coup. Comment vous y êtes pris et qu'en avez-vous retiré de cette expérience? Ben oui, j'ai été surpris. En bien et en négatif pour des raisons différentes. Déjà en bien parce que avant d'aborder moi-même Netflix, j'en connaissais la réputation, je savais la critique qui en était faite, et comme beaucoup de gens, je l'ai abordé, je ne sais plus avec quel film ou avec quelle série, mais quelque chose qu'on m'avait conseillé. Donc j'ai procédé par une recherche précise. Et en fait, il se trouve, l'algorithme est très intelligent, il peut faire l'ange comme il peut faire la bête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait un certain nombre de recherches de bons films ou de bonnes séries, enfin qu'on peut considérer comme étant de qualité, eh bien, assez vite, on va vous orienter vers des choses d'une qualité équivalente ou du moins qui peuvent correspondre à vos centres d'intérêt. Donc, ça vous brosse dans le sens du poil. Ça, c'est vrai que pour pouvoir être étonné, il faut aller faire ses propres recherches, mais ça vous permet aussi, si vous avez plutôt bon goût, de voir que Netflix ne se résume pas à la vitrine dont on parle, c'est-à-dire des séries anglo-saxonnes contemporaines qui sont empreintes d'idéologie woke. Ça existe et c'est ce qu'on voit le plus. Mais je ne sais pas si c'est ce qui pèse numériquement le plus, dans la mesure où il y a un côté, j'ai envie de dire, il y a un côté Arte dans Netflix quand on creuse un peu au niveau non seulement de la variété géographique et culturelle de ce qu'on y trouve, et c'est très très international, ça peut vite devenir très exotique, hein, c'est pas uniquement la voix de l'Amérique, et il y a tout aussi un patrimoine qui passe à travers le temps, dans la mesure où il y a par exemple un fonds très important de films muets, ce que peu de gens savent, parce que c'est pas vraiment ce qui est mis en avant. Et il y a des pays qui ont été mis à l'honneur pendant quelques années. Je pense à la Suède. J'ai vu, je sais pas, je pense 40 à 50 films suédois facilement, parce qu'il y a des partenariats avec l'Institut du film suédois. Ça permet de découvrir aussi la cinématographie indienne, africaine, asiatique, bien sûr, des pays de l'Est, russes. Donc, pour prendre la défense quand même, malgré tout, c'est un peu l'auberge espagnole. On y trouve ce qu'on y cherche ou ce qu'on y amène en termes d'intérêt, et il peut y avoir une utilisation très intelligente, très cinéphile de Netflix pour peu qu'on creuse un peu. Ce qui n'empêche pas que toutes les polémiques portent sur autre chose, et elles portent sur ce qui est mis en avant par le système lui-même. Et là, effectivement, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, et même quand elle y est sur un plan cinématographique, elle est bien plus problématique sur le plan du soft power qui se déploie derrière, qui est de l'ordre de la propagande. Et dans mon article, je donne une série d'exemples parce que j'ai creusé pendant à peu près 2 ans. J'ai vu le meilleur comme le pire, et dans ce qui est le pire, ça va vraiment très très loin, et à tel point que ça se retourne contre leurs propres intérêts, parce qu'il y a beaucoup de publics qui sont en train de lâcher Netflix. Et c'est pas forcément les publics les plus critiques a priori, mais c'est juste des gens qui ont envie en fait de se divertir ou de regarder une bonne histoire. Et c'est difficile de maintenir l'intérêt d'un récit quand il est si entrecoupé par des messages propagandistes, idéologiques. Le catéchisme se marie mal avec un bon suspense, encore moins avec l'humour. Et pour prendre un exemple d'un film à suspense que j'ai vu il y a quelque temps, c'est une sorte de teen movie américain, comme on dit, un groupe d'adolescents, un meurtre, et parmi ces adolescents, il y a une poète afro-américaine, il y a
il y a un geek, ancien toxicomane en surcharge pondérale, il y a un joueur de baseball gay, il y a encore une ou deux minorités. Ah oui, il y a un transgenre à lunettes et il y a un jeune hétéro blanc et blond. Qui est le meurtrier? Bon, voilà, une fois que dans les 5 premières minutes, vous avez compris, alors c'était un peu embêtant parce que non seulement c'était agaçant, mais si vous êtes venu pour avoir parce que vous voulez voir un bon polar ou un bon thriller, ben il faut qu'il y ait un peu de suspense. Et l'idéologie détruit le suspense, de même que l'idéologie détruit l'humour, parce que tout humour se résume à un coup de semonce moraliste, et on ne rit plus, on ne tremble plus, et c'est ce que les gens ressentent de plus en plus. Un article récent dont je n'ai pas arrivé à retrouver la source, mais interviewait de jeunes gens issus de minorités sexuelles, des homosexuels et même des transgenres, et en disant qu'est-ce que vous pensez de cette plateforme qui porte votre voix? Et ils étaient très embarrassés, très gênés en disant là ça devient pesant, déjà pour les raisons que je viens de dire, mais aussi parce que résumer l'ensemble des personnages à leur identité de genre, leur orientation sexuelle, c'est quand même limité. Ils avaient l'impression en fait, comme ont pu l'avoir par exemple des Européens d'origine étrangère, racisés, comme on dit, cette impression paternaliste très désagréable que je peux comprendre, où finalement arrêter avec les meilleures intentions du monde de nous instrumentaliser, de nous essentialiser, de nous ramener à des identités bien précises, c'est très gênant. Donc à force d'en faire trop, la surenchère finit par se retourner contre eux, et comme je pense qu'à la tête de Netflix, on n'a pas tant des idéologues que de simples capitalistes classiques, eh bien, ils ne sont ni woke ni anti-woke, ils sont pro-capital. Et là, ça peut changer d'une période à l'autre selon les réactions du public et selon l'air du temps. Oui, et ce phénomène un peu de compensation, ou en tout cas de revirement de Netflix, ou disons de diversité et d'opportunisme, Édouard Chano l'analyse très bien dans un livre récent publié par la Nouvelle Librairie sur Netflix, où il explique que les employés de Netflix ont eu des surprises quand ils se plaignaient que tel artiste soit promu par Netflix, et finalement si cet article même s'il allait contre l'idéologie woke, il maintenait son contrat parce que pour tout simplement des raisons financières. C'est ce qui est arrivé avec l'humoriste Dave Chappelle, humoriste afro-américain qui a été attaqué par des groupes, comme on dit aujourd'hui, transactivistes, parce qu'il a fait quelques blagues dans un one-man show sur la communauté transsexuelle. Ces associations ont voulu le déprogrammer, et Netflix a tenu bon. Pas par humanisme, ça je ne crois pas, mais simplement parce que c'est un humoriste qui a beaucoup de succès dans le public anglophone notamment, et puis les vidéos de ses spectacles étaient très vues. Donc non, le capital l'emporte toujours sur l'idéologie, bien sûr. Une question des auditeurs, mais je crois qu'on a déjà répondu. Alors, un auditeur qui nous dit que les séries sont un phénomène venu des États-Unis pour partie. Disons, l'engouement d'une partie de la population, y compris française, pour les séries dans les années 2000-2010, oui, ça vient des États-Unis en grande partie. Voilà, c'est l'objet de l'article de Pascal Lesric, d'ailleurs, dans la revue. C'est-à-dire comment, après la France, ça nous est revenu par les États-Unis au moment des années. Oui, avec le phénomène Dallas, et il rappelle une anecdote où même Mitterrand lui-même suivait assidûment cette série. Oui, effectivement. Très intéressant article, effectivement, et là c'est toute la dichotomie d'ailleurs, disons la contradiction de ce pouvoir socialiste des années 80, qui d'un certain côté avait dans les discours, le fameux discours de Mexico de Jack Lang, qui pourrait être pris tel quel dans Éléments, et qui d'un autre côté a finalement fait une politique qui allait à l'encontre de ses bonnes intentions, ou de cet état d'esprit de pro-diversité, mais au sens pro-diversité dans les points de vue, dans les cultures, et qui finalement a favorisé un nivellement et une uniformisation, ce qui n'était... Alors, était-ce l'intention cachée ou voilà, c'est prêter de mauvaises intentions à Lang ou à Mitterrand, mais en tout cas, leur politique est allée d'une certaine façon in fine à l'inverse de certains discours affichés à l'époque. Un autre auditeur, différence entre feuilleton et série, on l'a expliqué, c'est pour ça que, disons qu'on pourrait parler de film à épisode, tout simplement, ou téléfilm à épisode. C'est le terme, l'expression qui me paraît la plus appropriée et qui permet d'englober tous les types de séries selon qu'ils fonctionnent par épisodes indépendants les uns des autres, épisodes qui se suivent strictement et qu'il faut absolument suivre dans la continuité, ou épisodes qui peuvent se voir dans le désordre, même si
les personnages évoluent au fur et à mesure des saisons. Je pense que filmer un épisode est le bon terme, et ça permet également, en général, quand on pense aux séries, on pense aussi à des séries, je parlais de NYPD, mais je crois que c'est 12 saisons de 15 ou 20 épisodes. Enfin, si on prend la durée totale, c'est énorme. Desperate Housewives, c'était pareil, 5-6 saisons, Dr House. Mais il y a également, dans les séries, tout simplement, on pourrait dire de longs téléfilms ou des films qui passent, des films de 5-6 heures qui sont compartimentés, segmentés, comme Top of the Lake de Jane Campion. Je crois que c'est 6 épisodes d'1 heure ou de 50 minutes. En fait, ça pourrait presque être diffusé en salle. Il y a des films de 3-4 heures qui ont été diffusés en salle. Ils pourraient être diffusés en une seule fois, mais ils le sont en plusieurs fois parce que les équipes change parfois, et puis parce que c'est le nouveau mode un peu de consommation des films sur support. Et la construction narrative n'est pas du tout la même, indépendamment du temps. C'est la même. C'est drôle parce que dans l'histoire de la littérature, cette transition s'est faite avec le roman, dans la mesure où aujourd'hui on peut lire, je sais pas, un roman d'Alexandre Dumas en disant c'est un roman, alors qu'on voit bien que la structure interne procède par épisode. Ça donne un dynamisme tout à fait différent. Pareil pour la bande dessinée. Alors maintenant, les bandes dessinées ne paraissent plus dans des magazines, donc elles sont conçues pour des unités qui sont des albums de 46, 48 pages ou plus. Mais à la grande époque des classiques, je ne sais pas, le journal Tintin, quand vous saviez que les pages étaient livrées 2 par 2, vous voyez bien qu'il y a un rythme où le suspense commence toujours à la dernière case de la deuxième page. Alors, on peut bien sûr, il y a d'ailleurs dans les séries à succès de temps en temps sont liées à des événements comme la projection de plusieurs épisodes dans une salle de cinéma devant un public conquis. Ça ne veut pas dire que ça devient un film, parce que voilà, indépendamment du temps, la structure narrative, cette manière de scinder, de rythmer, c'est le propre du feuilleton, exactement comme en littérature. Et d'ailleurs, certains films qui existent également, qui ont été, diffusés à la télévision en version longue, mais sous forme de feuilleton, sont assez différents de ce point de vue. Je pense à Underground de Costa Rica. Vous avez la version longue en salle qui doit durer peut-être 3 heures, et vous avez une version qui a été diffusée sur Arte en 12 fois 25 minutes à peu près, donc c'est plutôt 5 heures, et vous vous rendez compte que chaque épisode a aussi été conçu d'une façon différente que le film entier qu'on peut voir en salle. Pareil pour Germaine et Benjamin de Doyon. Vous avez le film, alors je ne sais plus d'ailleurs lequel s'appelle Benjamin, et le titre du film ou le titre du feuilleton, mais en fait, chacun, c'est pas seulement qu'on a rajouté des scènes, c'est-à-dire qu'on a effectivement, pour la diffusion télévisée plus longue, les épisodes ont réellement été conçus par le montage, par le découpage, et ça induit un rapport au temps différent. La série Underground, la série sur Germaine de Staël et Benjamin Constant de Louis Dayan, je pense qu'on ne pourrait pas la diffuser en salle en continu en 6 heures, parce qu'elle est vraiment faite pour être scindée. Alors on peut les regarder indépendamment les uns des autres, enfin je veux dire tous ensemble en 6 heures si on veut le faire, mais elles ont vraiment été conçues pour être regardées par tranches de 30 minutes que l'on peut enchaîner si on le souhaite. Tandis qu'effectivement en salle, ça ferait un effet bizarre, enfin il faudrait refaire un lien entre les épisodes différents si on la voyait en salle en une fois. Effectivement. C'est vrai qu'il arrive de plus en plus souvent que les deux offres soient proposées sur la plateforme Netflix. Il y a un exemple intéressant pour les amateurs de cinéma japonais un peu excessif. C'est Forest of Love de Sonotion, qui est vraiment un des cinéastes très importants de cette nouvelle vague du cinéma de genre, qui est proposé sous forme d'un long métrage de 2-3 heures et d'une série qui reprend exactement le même récit avec des scènes intercalaires et une construction complètement différente, comme vous le dites. Donc je pense que c'est dans le but explicite de toucher des publics différents. Mais ça montre aussi qu'en dehors de cette structuration, l'image, la technique elle-même, elles tendent à se confondre d'un produit à l'autre, et ça c'est plutôt un nivellement par le haut des séries vers le niveau du cinéma, et ça c'est plutôt une bonne chose. On a pour habitude de donner la parole aux auditeurs, qu'on les trouve un peu excessifs ou pas, et en voilà un qui a
qui a une opinion très tranchée. On ne dira jamais assez de mal du cinéma américain, ça n'engage cet auditeur. Le fondateur, l'un des deux fondateurs de cette émission, Philippe Dug, a écrit un livre sur les rapports cinéma français et cinéma américain qui s'appelle L'envahisseur américain. Donc on ne pourra pas prétendre que le libre journal du cinéma est inféodé à l'industrie US, mais nous essayons aussi de reconnaître ce que parfois elle produit d'excellent. Voilà. Un autre auditeur encore plus tranché, et là directement sur le sujet des séries. Et donc je vous le livre parce qu'il faut effectivement, nous avons aussi parmi nos amis ou parmi nos auditeurs, je pense par exemple à Marc Obregon qui est intervenu plusieurs fois dans cette émission. Il n'a pas pu malheureusement participer à celle-ci, et lui-même a publié un texte il y a quelques années très très critique envers les séries, et je leur donnerai la référence quand je publierai un résumé de cette émission. Voilà, donc nous avons aussi parmi les personnes qui sont amies de cette émission et de cette chaîne des très grands détracteurs des séries. Mais voilà un auditeur qui souhaite rester anonyme, donc je ne donnerai pas son nom, mais qui nous dit: les séries dont vous parlez sont de vieux coucous, et dans les films des mêmes années, le nombre de chefs-d'œuvre ou de films encore intéressants est aussi très réduit. Peut-être guère plus que dans la production actuelle, n'en déplaise aux distingués cinéphiles. La quatrième dimension, les Hitchcock Legends sont affligeantes, presque des modèles de ce qu'il ne faut plus faire. Alors ça engage évidemment l'auditeur. Je ne suis pas tout à fait de cet avis, même si les Hitchcock présentes sont effectivement très très... autant dans la quatrième dimension, il y a une qualité presque constante, autant dans les Hitchcock présentes, il faut admettre que c'est très très variable. C'est très télévisuel, c'est ça. Oui. Ouais. Les séries britanniques ou même allemandes ou danoises, alors là, on a peut-être un élément sur lequel vous pourrez enchaîner, sont d'une qualité nettement supérieure aux américaines, bourrées de guimauve et de propagande American Way of Life. Et ne parlons donc même pas des séries anglo-saxonnes. Les séries sont condamnées à une qualité qui fidélise le spectateur. Ce n'est pas le cas des films qui feront leur recette sur une campagne de publicité qui vend n'importe quel navet relégué de suite dans les poubelles de l'oubli. Donc effectivement, l'auditeur est très très critique envers les séries, mais surtout françaises et anglo-saxonnes. Par contre, vous-même, séries allemandes, danoises ou séries d'autres pays, je crois que vous êtes aussi connaisseur de ce genre de films à épisodes. Alors, j'aime bien de manière générale la production des pays scandinaves, et un des mérites de Netflix, c'est d'avoir mis à disposition du public de grands nombres de films issus de ces pays-là, et notamment de Suède. Mais je ne suis pas vraiment un fan des séries contemporaines issues de ces pays-là, mais pour une raison alors qui m'est propre et qui est peut-être un petit peu étrange. Je trouve la lumière de ces pays-là insupportable sous l'œil d'une caméra numérique. Autant justement les films anciens, on a une qualité d'image qui est différente, qui donne une patine, une irréalité qui fait passer les choses là. Mais ces séries, notamment ces séries policières danoises et autres, je n'arrive pas à y entrer parce que c'est un cabinet de monstruosité. Je ne dis pas que ces gens-là sont laids, je dis juste que tout le monde serait laid sous une telle lumière. Alors c'est un peu méchant, hein, et je sais que certaines personnes, certains esthètes apprécient ces pays-là quand ils y vont en vacances pour la lumière qu'on y trouve. Je ne trouve pas. Et à noter d'ailleurs que c'est Arte qui a commencé à populariser les séries scandinaves, beaucoup de séries allemandes aussi, parce que ça fait partie de leur partenariat, encore que souvent c'était d'une qualité assez piètre. Après, voilà, j'en ai pas regardé beaucoup, donc peut-être que c'était bien écrit, bien joué, mais au niveau de la réalisation, et David, toute cette génération Arte, c'était très télévisé. Est-ce que vous aviez vu la série Occupied, qui est un peu une résonance avec l'actualité internationale, puisque c'est une invasion par les Russes. On préfigure une invasion d'Alain Falande, je crois, et si mes souvenirs sont bons, par les Russes. Et donc il y a une résistance, un gouvernement un peu qui s'organise dans la clandestinité, ou plus ou moins, contre l'investisseur russe. Donc cette série, vous l'avez pas vue. Bon, donc je passe. Pas vu, non, mais il y a 2 saisons qui sont assez intéressantes, qui peuvent effectivement presque se voir dans la continuité de 4-5 heures, et ça s'appelle Occupy. Donc elle était passée sur Arte, elle est peut-être encore disponible sur le site, ou peut-être qu'ils l'ont éditée en DVD. Et là, elle est pas mal. Et il y a cette lumière, effectivement, mais je pense que dans les séries autres qu'anglo-saxonnes ou françaises qu'a diffusé Arte, c'est l'une des meilleures, me semble-t-il. Occupied. D'accord.
Même si effectivement, il y a l'angle idéologique aussi. Hein, c'est le grand méchant russe qui va envahir la pauvre Finlande. Hein, c'est quand même l'angle d'attaque, mais avec une certaine un peu plus subtile que ce que je viens de dire. Vous avez parlé des séries allemandes, enfin des séries scandinaves ou des séries de l'Est. Vous consacrez quand même un article à un aspect de cette production de séries allemandes, il me semble. Ah Votre article sur la nostalgie, enfin l'estalgie, ou je ne sais plus comment on dit exactement. On appelle ça ostalgie. Oui, ostalgie, pardon. Oui, c'est vrai. Alors ça, ce sont des séries allemandes. Pour les Allemands, mais ça va bien au-delà, puisqu'il y en a une des deux dont j'ai parlé qui était diffusée sur Netflix, l'autre a été diffusée par différentes chaînes de télé, notamment la RTS en Suisse. Ce sont des séries d'espionnage dans le contexte de la guerre froide, côté RDA. Il y en a une, la plus récente, qui date de l'année passée, qui s'appelle Cléo, qui est une série un petit peu tarantinienne, je dirais, c'est-à-dire où le contexte géopolitique réduit à quelques grands axes et surtout prétexte à un déferlement d'action et de chorégraphie spectaculaire, mais ça reste pas mal pensé et drôle tout en maintenant un certain suspense. C'est l'autre que je recommande davantage, qui est plus long, qui est en 3 saisons, qui s'appelle Deutschland 1983, et les saisons suivantes, respectivement 1986 et 89, jusqu'à la chute du mur, et qui raconte l'histoire d'un agent du service de contre-espionnage, la HVA, je crois, de la Stasi, qui est envoyé à l'ouest dans la Bundeswehr comme agent infiltré dans l'armée pour empêcher ce qu'il pense être une attaque nucléaire de l'OTAN. Et ensuite, il s'ensuit tout un ensemble d'épisodes et de saisons qui les mènent jusqu'en Afrique avec la lutte aux côtés des Sud-Africains, le financement d'une RDA en perte de vitesse budgétaire par le trafic d'armes, etc., jusqu'à la chute du mur et l'intervention de la CIA. Et ça mélange la petite et la grande histoire. J'ai trouvé ça remarquable. Alors c'est beaucoup moins drôle, c'est une série sérieuse, une série d'espionnage, très bien écrite. Et il est vrai que ce contexte de la RDA, qui avait d'ailleurs touché le cinéma précédemment à travers des grands succès, en tout cas des grands succès européens comme Goodbye Lenin ou bien La vie des autres, qui dénonçait justement la société de surveillance mise en place par la Stasi, c'est un contexte parfait pour ce type d'histoire, parce que tous les éléments y sont, la guerre froide, les tensions internationales, les enjeux géopolitiques, la question idéologique. Deux très bonnes séries que je recommande. Et comment peut-on les voir, ces séries? Elles sont... Alors, celle dont je parlais, la première, Cléo, est toujours sur Netflix. Elle a été mise en ligne il n'y a pas si longtemps. Et l'autre, alors écoutez, normalement, je ne devrais pas vous dire d'aller chercher sur Internet parce que c'est pas, enfin voilà. Je crois qu'il y a une loi pour réprouver ce type de comportement. Mais aujourd'hui, à peu près n'importe quelle série est disponible. Alors, encourageant les distributeurs, les éditeurs de DVD Bien sûr. Vous-même, d'ailleurs, vous participez parfois pour Artus. Vous avez fait un DVD. Donc, essayez de convaincre peut-être Artus. Alors, c'est pas vraiment son créneau, mais c'est pas son créneau. Non, c'est pas tout à fait son créneau. Peut-être que ça existe en DVD d'ailleurs, je ne sais pas. Voilà. Mais d'accord. Écoutez, David, je ne sais pas si peut-être vous voulez dire un mot, tout simplement parce qu'on a parlé des séries un peu en général. Est-ce que vous pouvez mentionner ou évoquer certaines des séries qui ont été distinguées par les collaborateurs c'est pas exactement un palmarès, mais la rédaction d'Éléments, la revue a proposé à ses collaborateurs de sélectionner, que chacun sélectionne sa série préférée. Est-ce que vous lirez donner quelques titres et puis ça contredira un peu les auditeurs qui font la fine bouche et qu'ils aillent voir ces séries-là ou que les autres, voilà. Parmi, on est étonné par exemple de voir qu'Alain de Benoît s'est prêté à l'exercice pour une série française. Est-ce que vous pouvez donner parmi les 20-30 titres de séries qui sont distingués par vos collaborateurs quelques-uns des titres, et peut-être en dire un ou deux mots, mais pas assez succinctement, et puis on évoquera un ou deux autres sujets. Alors, Alain Benoît, il faut le noter, est un grand connaisseur de séries depuis quelques années, bien plus que moi. Je m'en suis rendu compte il y a quelques jours en discutant avec lui du sujet. Si jamais vous avez l'occasion un jour de lui donner la parole là-dessus, je suis étonné par sa connaissance des séries, et notamment des séries contemporaines. Alors, oui, le rédacteur en chef a fait une espèce de sélection. Alors, je peux citer des noms, mais moi, la plupart, je ne les ai pas vus. Mais parmi celles qui peuvent être connues de vos auditeurs, parce qu'il y en a effectivement certaines qui sont anciennes, il y a Le Prisonnier,
cette fameuse série anglaise à l'atmosphère très étrange d'un agent retenu prisonnier sur ce qu'on pense être une île dans un village. Enfin, ça, c'est vrai que c'est une série à épisodes, parce que en dehors du principe narratif de base, les épisodes peuvent être vus indistinctement. Il a été question, notre collaborateur Xavier Aimant, qui avait consacré un article il y a 1 an ou 2, parle de la série Black Mirror, qui m'a conseillé, mais que je ne verrai sans doute pas parce qu'elle me paraît excessivement anxiogène, mais il paraît que c'est bien. Il est question de choses assez anciennes comme Columbo, Twin Peaks. Moi-même, j'ai retenu une série d'animation que je recommande qui s'appelle BoJack Horseman, qui est vraiment une série qui commence comme une comédie animalière, mais qui s'avère assez nostalgique, disons assez profonde sur le plan de la psyché. Ça, je vous recommande. Sinon, d'autres ont parlé de Rome, du Bureau des légendes, de House of Cards, très connu, que je n'ai pas vu, mais qui semble remporter pas mal de suffrages. Je précise que ce dossier n'est pas un dossier promotionnel, bien sûr. C'est un dossier qui comporte une charge critique importante. On a appelé ça, je crois, géopolitique des séries. On aurait pu dire aussi métapolitique des séries, puisqu'il est aussi question de ce que les séries nous disent des rapports de force économiques et idéologiques entre les puissances et des messages qui sont passés par ce soft power. Seulement, il me semblait intéressant de faire la part des choses. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Je pense que Netflix a malgré tout quelques mérites qui sont ceux que j'ai cités, même si en mettant les choses dans la balance, le côté problématique est peut-être plus lourd, puisqu'il s'agit quand même d'un mastodonte capitaliste qui détruit un petit peu l'ancien paysage du divertissement audiovisuel au profit de quelque chose qui est dirigé par des algorithmes et des enjeux où peut-être à terme la liberté de création sera moindre, et qui surtout diffuse quand même des messages qui entrent en contradiction avec peut-être ce que nous voudrions voir ou les valeurs en lesquelles nous croyons, mais ça n'empêche pas de faire une critique qui soit honnête et nuancée. J'espère que nous y sommes parvenus dans ce dossier. Oui, et donc vous avez répondu par anticipation aux auditeurs qui disons, persévèrent à nous reprocher de ne pas avoir compris l'arme idéologique que constituent ces séries américaines. Ah, mais ils ont raison, c'est vrai, oui, voilà. Bien sûr. Mais c'est pas parce que ce sont des armes idéologiques qu'elles sont forcément débiles et qu'elles ne sont pas forcément esthétiquement idéologiques. Enfin, je vais ressortir c'est presque un marronnier et presque un cliché, ce que je vais dire, mais est-ce que les films d'Eisenstein, d'une certaine manière, n'étaient pas aussi des armes idéologiques? Et cet auditeur se refuse-t-il à les voir? Enfin, vous voyez, moi, j'avais un ami... Oui, mais à la décharge de cet auditeur, il est vrai que on mobilise pas les mêmes affects quand on voit un film ou une série de propagande appartenant au passé et qu'on le chapitre est déjà clos. Eisenstein, c'est un des maîtres de ce qu'on pourrait appeler le réalisme socialiste. Enfin, certains l'y classent, d'autres non. Même si vous êtes un anticommuniste rabique, en voyant le cuirassé Potemkin, vous n'êtes pas en train de vous dire « Aïe, à cause de ce film, les troupes de l'armée rouge va débarquer demain à Paris ». Donc, on a ce recul qui nous permet parfois même de sourire face à des propagandes, même les propagandes les plus totalitaires, parce que le danger est derrière nous. Alors qu'avec le wokisme, j'espère qu'on en rira dans 20 ou 50 ans, et je pense même que certaines séries seront citées dans les livres d'histoire et que nos petits-enfants auront peine à y croire en disant « Mais est-ce que ça pouvait être si gros, si lourd, si insistant ?» Parce que en termes de finesse, on n'a pas beaucoup gagné depuis les grandes propagandes des périodes totalitaires. Et on sera un peu plus détendu quand on verra tout ça plus tard et qu'on le verra avec un œil critique, une distance historique. Et je comprends votre auditeur en disant c'est quand même se faire violence que de voir des choses qui ressemblent quand même de plus en plus à une forme d'ingénierie sociale et de lavage de cerveau à grande échelle. Alors, cependant, ce procès peut être fait aux séries pour une large part, mais dans le cinéma qui à destination du grand écran, si je puis dire, les films qui passent sur grand écran, dans une certaine mesure, on peut faire cette critique-là aussi. Et vous en privez pas. Rappelons qu'Élément, Élément, c'est une revue, mais c'est aussi des interventions sur Téléliberté, sur des sites, des blogs. Et par exemple, Xavier Aimant a publié récemment un article où il s'en prend également à cette forme d'ingénierie sociale ou de propagande dans le cinéma français. En et il a intitulé ça la grande farce du
cinéma français. On a un peu le même genre d'article d'Henri Varol récemment sous la plume d'Henri de Fersan, quand la gauche fait son cinéma, où on montre que cet aspect, alors on parle de wokisme aujourd'hui, c'est un terme, bon, ce terme anglo-saxon, mais enfin, une propagande insidieuse, voire même pas tellement insidieuse, tellement évidente, et dans quelle mesure, enfin, moi ce qui m'épate toujours, c'est qu'on y voit un danger, alors que le public est censé être de plus en plus éduqué. On a, je veux dire, il y a 30-40 ans, les gens s'arrêtaient au brevet d'études et savaient lire, écrire, compter, savaient exercer une certaine forme avaient un bon sens qui leur permettait d'exercer une forme d'esprit critique. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de personnes qui vont jusqu'à l'université, qui sont presque traînées dans des études et où on dit on ne fait pas du gavage, on enseigne la liberté d'esprit, et en même temps, on n'a jamais autant craint que le public ne soit pas capable de faire le départ et d'analyser ce qu'il voit. Ça, c'est un paradoxe qui m'a toujours frappé. Et donc, nous consacrons cette émission, disons, aux feuilletons, aux séries et dans leur rapport au cinéma, disons, de production audiovisuelle en série, disons, les séries, pour faire simple. Nous le faisons pendant encore quelques minutes avec David Lépée, rédacteur en chef de la revue Crisis, collaborateur à beaucoup de publications comme Rébellion, Front Populaire et surtout Éléments, à l'occasion d'un dossier analytique, critique sur les séries auquel il a amplement participé, mais rappelons qu'il y a également un article de Lucien Chanteloup sur les origines des films à épisodes, des séries, des ciné-romans français, anglo-saxons, de leurs réminiscences dans le cinéma et les séries d'aujourd'hui, un article de Pascal Esric qui montre comment l'industrie américaine des séries a pu s'implanter paradoxalement sous le pouvoir de Mitterrand et Jack Lang au mi-temps des années 80 avec Dallas et autres, Mission Impossible, Amicalement Vôtre, Les Mystères de l'Ouest, avec à la fois la critique qu'on peut en faire, mais également un certain plaisir. Le livre dont je parlais tout à l'heure, David, en particulier aux éditions Échappées, s'intitule « Divertir pour dominer ». Dominer certes, mais aussi divertir, et on peut se divertir tout en gardant un esprit critique également, il me semble, ce que des auditeurs semblent dénier la possibilité. Bon, C'est la critique très radicale que fait, peut-être un peu trop radicale à mon goût, que fait François Bégodeau. François Bégodeau est vraiment très anti-série et selon lui, c'est une aliénation qui est conçue justement pour abrutir le travailleur trop fatigué, trop exploité, qui n'aurait plus le temps de cerveau disponible. Je pense qu'il exagère un peu, mais je peux aussi comprendre, disons, cette crainte, parce que pour une grande partie de la production, malheureusement, c'est vrai. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir avec Bégodeau, qui est un critique cinéma extrêmement intéressant. Il parle de cinéma d'ailleurs chaque mois sur une chaîne qu'on peut écouter sur Internet. C'est extrêmement brillant, intéressant. Il serait intéressant de voir avec lui s'il désigne dans cette critique des séries, particulièrement les séries à grande diffusion policière, sentimentale américaine, ou des séries à prétention historique, mais surtout à grand spectacle, ou est-ce que si on lui parlait des Maisons de bois de Maurice Pialat, qui est considéré par notre camarade Christophe Fouché comme la plus belle série de tous les temps, est-ce que là, il aurait la même critique? Je parlais de la version longue d'Underground de Kusturica, ou la version longue de Germaine et Benjamin Doyon, ou même, d'une certaine façon, certains films de Bergman ont été déclinés je crois que Fanny et Alexandre, c'est aussi un téléfilm qui a été diffusé d'une certaine façon comme un film à épisode. C'est pas ce genre de série, évidemment, qu'il désigne. Je parle surtout du mode de consommation, parce que c'est vrai que vous prenez une plateforme comme Netflix. Alors non seulement il y a ce côté où il existe un mode qui permet de diffuser en accéléré. Ça, c'est quand même fou, parce qu'évidemment, on dénature une œuvre en accélérant sa vitesse, mais il y a un type de consommateur qui considère que l'offre est tellement grande, il est tellement difficile de choisir qu'ils font consommer plus sans avoir plus de temps. Donc là, évidemment, on est dans quelque chose qui s'apparente à de la boulimie. Il y a un terme anglais qui existe et qui s'appelle le binge watching, que je trouve très, très malsain. Moi-même, ça m'est jamais arrivé de regarder plus d'un ou deux épisodes, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. C'est-à-dire, le problème se trouve au niveau du mode de consommation. Il y a une autre option sur Netflix qui vous rappelle
que la télévision est allumée au cas où vous seriez endormi. C'est-à-dire au bout d'un certain nombre d'heures, c'est comme s'il y avait un électrocardiogramme plat qui disait est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours réveillé? J'ai envie de dire, est-ce que vous êtes toujours vivant? Donc, à partir du moment où votre télévision manifeste plus de signes de vie que vous-même sur votre canapé, c'est qu'en tant que spectateur, vous en êtes arrivé à un stade de délabrement sur lequel vous pouvez vous poser quelques questions. Oui, effectivement. David, je crois que vous avez d'autres obligations dans quelques instants. Dans les deux, trois dernières minutes qui nous restent, vous avez évidemment beaucoup d'autres centres d'intérêt. Vous n'écrivez et de loin pas que sur les productions audiovisuelles. J'ai beaucoup apprécié, par exemple, l'article que vous avez publié récemment sur votre relation à Davos en tant que Suisse et la conquête de ces sommets oligarchiques un peu qui avaient échoué à l'époque. Enfin, je renvoie les auditeurs à cet article comme bien d'autres. Moi, je suis votre production pléthorique, presque vos séries d'articles, si je puis dire. Moi-même, j'ai du mal à suivre le rythme netflixien de David Lépée. Mais dans ce numéro d'éléments, vous abordez le cinéma. Alors là, par un biais qui va peut-être encore plus déplaire à certains auditeurs, parce que vous inaugurez une nouvelle rubrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot en quelques minutes? Quand je viens sur Radio Courtoisie, les patrons d'émission me disent toujours de parler de tous vos sujets de prédilection, sauf de l'érotisme. Alors là, vous me poussez au vice. Non, c'est une nouvelle rubrique qu'on m'a confiée, une rubrique d'une page qui va s'appeler, à partir de ce numéro, Curiosa Erotica, parce que c'est aussi un des aspects de mes domaines de prédilection et de recherche, c'est le goût pour la bibliophilie, les livres rares, les curiosités, et notamment les curiosités qui ont trait à l'éros. Et j'ai commencé avec une chose qui n'est pas vraiment un livre rare, puisque c'est un livre récent, mais d'un auteur, d'un cinéphile que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Didlot, qui a également collaboré aux éditions Artus, comme moi, dans cette collection sur les figures, les héros et les légendes européennes, et qui est un touche-à-tout, directeur d'un fanzine, collaborateur aussi à l'excellente revue L'écran fantastique vintage, et qui sort des petits articles comme ça, des petites monographies, et le dernier s'appelle Erotic Bazar, spécialisé dans le cinéma érotique et pornographique allemand et italien. Donc voilà, je n'en dirai pas plus parce que nous sommes sur Radio Courtoisie, et je dois reconnaître que c'est plutôt un lectorat de niche en l'occurrence. C'est pas tout à fait tout public, mais disons, j'ai plaisir à traiter ce genre de sujet, et pour ceux que ça intéresse, toute l'œuvre de David Didlot, très présent sur Internet, vraiment pour les cinéphiles, fanats de série B, de série Z, de cinéma d'exploitation, de cinéma de genre, de choses de niche et assez rares et délectables. Très bien, David. Écoutez, je vous propose qu'on en finisse là avec ce numéro d'éléments. Donc, je rappelle, très très riche numéro. On va pas détailler tout le sommaire, mais il y a en particulier votre nouvelle chronique sur des curiosités érotiques, et puis, mais plutôt bibliophiliques, même si vous traitez de livres parfois récents. Et puis donc ce dossier sur les séries. J'allais dire très complet, non, parce que c'est un univers entier très très vaste. On en a donné juste un aperçu, et on n'a donné qu'un aperçu de la richesse de ce dossier que vous avez consacré, David. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de vous faire intervenir à cette émission. J'encourage vraiment les auditeurs. Pouvez-vous rappeler le site sur lequel vous publiez en particulier? Vous aviez un site à votre nom, mais je crois que vous en avez lancé un nouveau. Vous publiez 2-3 fois par semaine un nouvel article. Le site à mon nom n'est qu'un site d'archives. Mais oui, j'ai un petit média indépendant depuis quelques mois sur la plateforme en ligne partager.io, et le nom de ce média indépendant, c'est tout simplement Au fil de l'épée. Le meilleur moyen pour ceux qui voudraient me suivre et s'y abonner gratuitement, c'est de me chercher sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, et ensuite le lien se trouve assez facilement. Au fil de l'épée, eh bien, on va continuer à suivre vraiment tous vos articles très très passionnants. On sait aussi que vous vous intéressez beaucoup au courant, à la vie politique, à la vie des idées. Donc on continuera à suivre tout ça, même si évidemment nous vous inviterons plutôt pour votre intérêt pour le cinéma une prochaine fois. Merci encore David Lépée, et merci encore David. À une prochaine fois. Merci, bonne journée, au revoir.